Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Marco Collin, VP des ressources humaines et des communications chez Groupe canadien de sécurité privée. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des ressources humaines dans le domaine de la sécurité. Monsieur Collin, bienvenue à Parlons Sécurité. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité et d'être avec toi aujourd'hui. Donc, j'espère passer un bon moment puis informer mes confrères et collègues du monde de la sécurité. Excellent, merci. Donc, avant d'aborder le thème principal de l'épisode d'aujourd'hui, pouvez-vous nous raconter un fait marquant ou une anecdote que vous avez vécue dans votre carrière dans le domaine jusqu'à maintenant? Ben, en fait, oui, je dirais que c'est un fait assez marquant. Moi, j'ai abouti dans le domaine de la sécurité là, de façon imprévue. Là. Donc, je venais d'aménager à Montréal, je me cherchais un emploi le temps que je finisse mes études. Donc, j'ai fait un cours d'agent de sécurité, j'ai eu mon permis et j'ai eu mon premier emploi était au Parc olympique de Montréal, donc le stade olympique. J'ai commencé là à la fin de l'été. Et en mars 2012, quand que je venais tout juste de commencer, il y a eu l'effondrement du stationnement souterrain là, du Parc olympique côté Vio. Donc, ça faisait quelques semaines, quelques mois que je travaillais là. Je n'avais pas de poste fixe encore, j'étais temporaire. Et je m'en souviens, j'avais fini un chiffre de nuit, je retournais chez moi, puis j'avais tout de suite eu un appel de mon officier, il disait ah, faut que tu viennes, le stationnement s'est effondré. Donc, j'étais comme, ben voyons, c'est un parking souterrain, c'est quand même assez solide. Donc, je me suis présenté sur les lieux, puis là, c'était la folie. Là. Il y avait les services d'urgence, évidemment, les gens des travaux publics du Parc olympique. On était comme tous les agents dans le vestibule à attendre notre affectation, vu que tout le monde avait été rappelé. Puis le Parc olympique, en passant, c'est beaucoup d'agents qui travaillent là. Ça beau, en 2012, quand on recule, c'est un petit peu moins en activité, si je peux dire. Donc, depuis quelques années, il y a beaucoup de choses. Il y a l'esplanade, il y a des spectacles qui ont recommencé. Mais en 2012, c'est un petit peu plus tranquille. Mais malgré tout, il y a énormément d'agents qui travaillent là. Il y a des patrouilleurs intérieurs motorisés, des agents au contrôle de surveillance. Donc, c'est très, très, très surveillé. Et donc, on est beaucoup sur la liste de rappel également. Donc, quand on est arrivé, là, on avait nos affectations. Puis moi, j'étais à une des entrées du stationnement qui avait été effondré côté Vio. Euh, pour justement empêcher les touristes, les journalistes, les gens d'aller là. Donc, c'est assez impressionnant d'avoir vécu un effondrement parce que, bon, oui, ça s'est effondré, mais pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, l'activité normale ne reprenait pas. Il fallait surveiller les entrées, empêcher les gens d'aller là. Il y a eu les travaux qui étaient impressionnants de réflexion de la dalle de béton. Donc, ça a été pour moi une expérience assez marquante. Dans ma tête, un agent de sécurité, quand j'ai rentré au Parc olympique, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. C'était temporaire. C'était puis genre, ça va être routinier comme travail. Puis finalement, non. Boum, un effondrement de stationnement. Pas que c'est le fun que ça soit arrivé, mais ça a quand même été une expérience assez particulière. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est arrivé en 2012. As-tu passé dans les journaux ou, Oui, oui, ça a été médiatisé, évidemment, là, tout ce qui touche au Parc olympique. À chaque année, on entend parler, que ce soit pour la réflexion de la toile qui fait tant jaser ouais. ou le mât. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose au Parc olympique, c'est pour ça qu'on était là aussi, la sécurité, puis il y a beaucoup de journalistes qui voulaient aller Ouais. chercher de l'information, des photos, mais ça restait très dangereux parce qu'on ne savait pas à l'époque, quand il y a eu le premier effondrement, on s'est dit, il va y en avoir d'autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis à savoir que ce n'est pas proprement le stationnement qui s'est effondré, mais c'était les travaux qu'il y avait au-dessus avec le poids, il y a une partie là, qui s'était affaissée. Mais à l'époque, on ne le savait pas tant que, aussi longtemps que les gens, les ingénieurs, tout ça, n'avaient pas fait leur vérification puis leur inspection. Donc, c'est assez impressionnant que ça sortait aux nouvelles. Effondrement au Parc olympique de Montréal. Donc, évidemment, le titre fait ça de long, mais euh, c'est bon de s'affoler aussi, là, mais c'était une expérience particulière. Ouais, effectivement. Wow. Ah, il y a des gens qui se sont fait taper ses doigts, j'imagine, là. Oui, j'imagine, ça a été Oui. des longues journées pour tout le monde aussi. Des 14 heures puis des 16 heures en ligne, le temps de reprendre le dessus puis de resetter les équipes de sécurité. Donc, ça a été une expérience spéciale, je vous dirais, qui me marque encore aujourd'hui en 2021. Ah, j'imagine. Très bien, merci pour ce partage, c'est très intéressant. Plaisir. Donc, maintenant, parlons ressources humaines, ça vous tente-tu? Ben oui, c'est pas mal ma tasse d'été, ça. Excellent. Donc, dites-nous, quel est le rôle d'une personne attitrée à la ressource humaine dans le domaine de la sécurité? En fait, le rôle de ressources humaines en sécurité va être très généraliste. Donc, contrairement à
des compagnies, mettons, de firmes conseil ou de production, tout ça, nous, on est vraiment dans le côté humain de la ressource humaine parce qu'au final, ce que l'entreprise de sécurité va vendre, va fournir, c'est des agents, des humains. Donc, le rôle de ressources humaines est très important dans toutes les compagnies, mais je vous dirais qu'en sécurité, c'est encore plus important. En fait, toutes les firmes de main-d'œuvre, de services, le rôle de gestionnaire de ressources humaines, de spécialiste en ressources humaines va être très, très, très impliqué au niveau de l'interaction avec l'agent ou le personnel. Donc, oui, on va faire du recrutement que tout le monde connaît. Là. Donc, les ressources humaines vont embaucher, les ressources humaines vont faire du disciplinaire ou mettre à pied. Ça, c'est des deux choses, je vous dirais, que le monde connaisse des ressources humaines, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, mon rôle en ressources humaines, puis le rôle de mes confrères en ressources humaines, va être, oui, d'attirer des talents, mais on va les former. On va faire la rétention de main-d'œuvre, qui est très important, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, avec la rareté de la main-d'œuvre. On va les faire développer aussi. Donc, notre but, ce n'est pas juste d'embaucher un agent de sécurité et de dire, bon, ma job est faite, check, je l'ai embauché, je passe à d'autres choses. Non, c'est que oui, on l'embauche, mais on veut qu'il reste. On veut voir la compétence qu'il a en lui. Puis si justement, il y a une évolution de carrière qu'on voit possible, on va le former, on va l'encadrer, on va vouloir qu'il se développe au sein de la compagnie parce que c'est payant pour une compagnie, puis je ne suis pas gêné de le dire, d'avoir un membre du personnel qui reste pendant des années parce que ça coûte extrêmement cher aux entreprises, le coût de formation, les uniformes, le coaching. Le whoop, on l'envoie chez un client. Fait que là, le client, il y a un nouvel agent. Lui, il va vouloir le former aussi. Il va vouloir apprendre à connaître l'agent. Fait que si on ne prend pas soin du personnel, on ne prend pas soin de le développer et de bien l'encadrer, bien, ça se peut que dans 6 mois, il démissionne. Puis quand j'ai 6 mois, je suis très généreux. Ces temps-ci, on voit, avec tout ce qui se passe, on voit du 3 mois, on voit du 2 mois parce qu'il y a des offres d'emploi partout. Fait que pour le gestionnaire de ressources humaines, ce n'est pas agréable parce qu'il recommence toujours le même dossier. Mais pour le client non plus, ce n'est pas agréable pour lui parce qu'il dit, mon Dieu, OK, je fais affaire avec une firme spécialisée en sécurité pour avoir du staff, mais à chaque 6 mois, il faut que je recommence. Donc, c'est là que le rôle d'encadrement, de rétention de la main-d'œuvre, de reconnaissance, de formation est très important au niveau des ressources humaines. Fait que c'est très tabou de dire que les ressources humaines, on embauche puis on fait des avis disciplinaires. Oui, ça va malheureusement arriver, mais moi, je ne me lève pas le matin en me disant, ah, yes, sir, aujourd'hui, j'ai un avis disciplinaire à faire. C'est pour ça qui m'excite dans mon travail. C'est de prendre un agent, de me dire, je vais pouvoir le former pour qu'il devienne superviseur ou officier de contrat. Donc, c'est ça le rôle des ressources humaines. Ça va être vraiment un rôle support, conseil. Puis pour moi, tous nos agents de sécurité, c'est mes clients à moi. Donc oui, j'ai mes clients qui payent mes factures, donc que je, que je fournis, mais mes clients internes que j'appelle, c'est mes agents de sécurité. Donc, si nos agents ne sont pas là, nos officiers, nos superviseurs, bien, nous, on n'est pas là. Je ne peux pas vendre un service de sécurité si je n'ai pas de personnel. Donc, c'est vraiment des clients internes. C'est important qu'on le voie comme ça dans notre rôle. Et c'est très intéressant le fait que vous mentionnez que vous considérez vos agents de sécurité comme vos clients, en fait. Donc, Exactement. juste pour bien comprendre ce point-là, que la relation que vous aviez avec ces agents-là, quelle est-elle qui se compare à une relation avec un client? Ben, je vais vous donner le meilleur exemple. Moi, ça fait 5 ans que je suis en ressources humaines. Euh, Puis à travers ça, j'ai eu plusieurs chapeaux. Tu sais, oui, j'ai en ressources humaines, mais dans différentes compagnies que j'ai travaillé, j'avais des clients aussi à gérer. Fait que, tu sais, mes clients, ben, je les appelais des fois une fois par semaine ou une fois par mois. Bonjour, Monsieur X, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous satisfait de nos services? À même titre que des compagnies de téléphonie vont vous appeler une fois par année, faire un sondage, on est satisfait de l'Internet, du téléphone et tout ça. Mais moi, je fais la même chose avec mes agents. Donc oui, quand je les envoie sur un contrat, parfait, ça va bien, mais je vais les appeler au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, pour dire ben, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, comment ça se passe votre contrat? Qu'est-ce que vous aimez sur votre contrat? Qu'est-ce que vous aimez moins? Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il aime moins pour, voir s'il est vraiment sur le bon contrat pour lui, parce que ce n'est pas parce que je l'envoie sur un contrat, exemple, de contrôle d'accès, que c'est fait pour lui. Et peut-être que lui, le contrôle d'accès, c'est moins pour cet employé-là. Fait que ça me permet de voir un peu s'il est à l'aise sur le contrat, ça va bien. Puis s'il y a des petits points améliorés, on va tout de suite prendre des actions correctives avant que ça vienne à ben, finalement, je démissionne ou que le client me dise oh, je ne suis pas sûr que cet agent-là il est fait pour ce contrat-là. Donc, pour moi, c'est le même processus. J'appelle un client pour voir si tout va bien, mais j'appelle mon agent pour savoir si tout va bien et s'il est heureux aussi. Donc, c'est le même service qu'on offre. OK, c'est excellent.
C'est très, très intéressant comme méthode. Vous faites vos suivis, là, vous assurez que tout le monde est content, puis c'est Exactement. excellent. C'est un très Puis en beau. fait, ça nous Oui. permet de rattacher le lien d'appartenance aussi parce que Mhm. même moi, quand je vous ai dit d'entrée d'entrevue, je vous ai dit, ah, moi, je travaillais au stade olympique. Mais on s'entend que quand je travaillais au stade olympique, ce n'était pas pour le parc olympique, c'était pour une compagnie de sécurité. Mais je ne pourrais même pas vous la nommer vu que, entre-temps, ça a changé tellement souvent, vu qu'à chaque année, il y a des appels d'offres ou à chaque 3 ans. Euh, mais mon sentiment d'appartenance était plus envers le parc olympique. Mais nous, ce qu'on veut chez GCSP, puis même dans plusieurs de mes confrères, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un lien d'appartenance pour dire hey, je travaille chez le groupe canadien de sécurité privée. Peu importe le contrat, tu travailles où? Ah, moi, je travaille pour le groupe canadien de sécurité privée à tel contrat. Mais pour D'accord. ça, il faut que les gens des ressources humaines, que mes collègues aussi au bureau, on prenne de nos nouvelles de nos agents, on aille les voir sur le terrain. Comme ça, l'agent il fait OK, je n'ai pas juste été parachuté là, on s'intéresse à moi. Fait que ça renforce le lien d'appartenance, ce qui va rejoindre ce que j'ai tantôt, le lien de rétention, la formation et l'employé qui va continuer à rester chez nous. OK. Excellent. C'est super. Merci merci au nom de tous ceux qui vous regardent, là. Il y a sûrement des gens de la ressource humaine qui vous regardent aussi. Donc, c'est des excellents points, là. Je peux pas. J'ai une compagnie aussi, puis j'aurais bien aimé entendre ces points-là lorsque je l'avais. Donc, merci pour ça. Plaisir. Et puis, dites-moi, quels sont les plus grands challenges que vous avez lorsque vous gérez des agents de sécurité? En fait, il y en a plusieurs, mais je vous dirais, c'est vraiment, si je vous parle en ce moment, c'est vraiment de s'assurer de trouver, excusez-moi l'anglicisme, mais le bon fit. Il n'est pas rare que bon, on affiche une annonce d'emploi. Donc, on recherche, exemple, un agent 3 jours semaine de nuit à Laval. La personne applique. Là, on l'appelle, on fait l'entrevue, on la rencontre, parfait. Le contrat vous intéresse, on vous habille, on vous envoie. 2 semaines après, oups, finalement, moi, je ne voulais pas être de nuit ou je ne voulais pas être, faire les 12 heures. Donc, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi. Il y a beaucoup d'agents de sécurité en passant aussi. Là. On est chanceux dans notre domaine. Je n'aime pas dire le mot de pénurie de main-d'œuvre, mais la rareté de la main-d'œuvre, on est quand même correct là, grâce au permis temporaire, grâce aux nombreuses écoles de formation. Mais n'empêche que des fois, j'ai l'impression que m'assurer que l'agent va appliquer chez nous, ça, bon, c'est une chose, on a réussi, mais d'être sûr que je l'envoie sur le bon contrat, malgré tout ce que je vous ai expliqué tantôt que je peux faire pour m'assurer qu'il va sur le bon contrat, c'est difficile. Des fois, j'ai l'impression qu'on applique un peu partout sur le sentiment de l'urgence. Hey, je veux un job, je veux mon permis, go, j'applique partout. Parfait. Mais là, le premier qui m'appelle, OK, j'ai dit oui. Mais là, 2 semaines après, j'ai un autre qui m'appelle, puis finalement, c'est un peu plus ce que je voulais. Donc, c'est ça qui est difficile à guider. Ça m'arrive à moi, ça m'arrive à d'autres. Puis des fois, moi, j'ai embauché quelqu'un qui était déjà sur un contrat depuis 2 semaines chez une autre compagnie, puis sans le savoir. Donc, versus dans mon temps, en 2012, je ne suis pas très vieux, là, mais dans mon temps, quand en fait, je n'avais même pas postulé au Parc olympique, je m'étais présenté là avec un ami qui avait une entrevue. Puis finalement, l'officier du contrat, le superviseur du contrat, me dit ah, ben, toi aussi, viens, tu as un permis d'agent. Ben, il m'a passé en entrevue, puis j'ai eu la job, puis je n'ai pas cherché. Mais dans le temps, c'était comme ça. Maintenant, il y a beaucoup plus d'emplois que d'agents malgré tout. Donc, il n'est pas rare qu'on applique temporairement quelque part pour dans 2 semaines avoir un autre contrat, puis dans 3 autres semaines, dire OK, je vais appliquer là-bas. Donc, c'est ça qui est dur en ce moment, c'est de dire OK, j'embauche quelqu'un, il va-tu rester? Qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est malgré tous les outils que j'ai parlé tantôt que je vais mettre en place pour les garder, des fois, je ne peux pas rien faire. Le contrat va être une rue plus proche du domicile de la personne pour dire ah, je chauffe 5 minutes de métro ou d'autobus, je vais aller là malgré tout. C'est compréhensible, je le comprends, mais c'est ça qui est difficile en ce moment dans le milieu, c'est d'avoir du monde qui vont rester longtemps pour nous sur des contrats. Je comprends bien. C'est très intéressant. C'est ça, c'est des choses, c'est des aspects que vous ne pouvez pas vraiment contrôler malgré tous les efforts que vous faites. Mais Mhm. comme vous venez de dire, s'ils trouvent un contrat qui est à côté de chez eux, ben ça, il n'y a rien que vous puissiez faire contre ça, là, Exactement. j'imagine. Exactement. Excellent. Euh, et puis, dites-moi, est-ce que vous avez quels sont les plus grands challenges que vous vivez lorsque vous recrutez des agents de sécurité? En fait, ça va venir rejoindre un peu ce que je disais, mais au niveau du recrutement, là, je touche du bois, on est quand même chanceux des CV qui rentrent.
Mais tu sais, il y a une chose qui est très taboue, puis moi, j'en parle ouvertement, c'est le salaire. Donc, tu sais, oui, on a un décret au Québec, donc nos agents de sécurité sont régis par un décret, puis le salaire est fixé, un taux minimum, puis il y a des primes. Donc, exemple, si l'agent il a besoin d'exercer des premiers soins puis d'avoir sa carte de secouriste, il y a une prime. S'il a besoin de porter une arme dans le cadre du transport de valeur, d'exemple, il y a une prime. Donc, on va majorer un salaire. Ce qui fait qu'en sorte que des fois que j'ai des contrats, c'est des très beaux contrats, là. Exemple, moi, j'ai un contrat style tour à bureau, magnifique contrat, mais le salaire là-bas, c'est le salaire de base. Pas parce que il faut avoir moins de formation, il faut moins, c'est un contrat aussi valorisant que les autres. Ce qui fait que des fois que les agents ils appliquent, ils font ah, mais là-bas, il y a une prime pour X, puis toi, tu n'as pas de prime. Mais oui, mais nous, parce que le client ne l'exige pas. Donc, moi, en tant qu'aux ressources humaines, c'est pas moi qui ai le contrôle sur le salaire. Donc, ça dépend du client, ce qu'il recherche. Si le client nous dit ben moi, je veux un agent pour faire du contrôle d'accès, mais pas besoin de cours de secourisme parce qu'on a déjà des infirmiers sur place, pas besoin, mettons, de ci. Pour moi, de ça, ben, on n'ira pas lui fournir un agent avec 3-4 primes alors que lui, il ne veut pas. On ne peut pas facturer un client pour un service qu'il ne veut pas. Meilleur exemple, si vous voulez une voiture décapotable, vous achetez une voiture décapotable. Si vous ne voulez pas de voiture décapotable, ben, vous n'aurez pas vous acheter une décapotable en me disant bah, je vais laisser le toit fermé. C'est la même chose. Si le client veut un agent qui n'a pas de cours de secouriste parce qu'il n'en a pas besoin, je ne vais pas y fournir puis facturer. Donc, c'est comme ça, c'est que. Puis moi, quand j'étais agent, on recule au Parc olympique, je me disais hey, pourquoi on n'a pas exprime, pourquoi le salaire est fixé. Puis j'ai compris que ça dépend de ce que le client veut. Au Parc olympique, on était chanceux, on avait prime de secouriste, prime d'incendie. On a plusieurs primes. J'ai fait d'autres contrats, au contraire, en P7, mettons, que ben là, j'avais juste ma prime de 2 pour l'utilisation de mon véhicule. Donc, il faut s'enlever de la tête que c'est les ressources humaines ou l'entreprise qui va dire ah, ben toi, je te paye, je te donne telle prime. Ça dépend du contrat et des besoins du client. C'est ça qui est important de comprendre. Excellent. Excellente précision. J'espère que nos agents de sécurité ont bien compris parce qu'évidemment, l'argent, ça vient du client. Ça vient pas de l'agence. Ça vient pas de l'agence. Il n'y a pas d'autre façon de dire ça. Les agents sont payés par l'agence, mais le cash, il vient du client. Exactement. Voilà. Ça, c'est en bon québécois. Puis, avant de partir pour la pause, pouvez-vous nous nommer, en fait, quels sont les facteurs pour vous? Quels sont les facteurs qui déterminent si une candidature est retenue ou pas? En fait, il y a plusieurs facteurs, mais je dirais que les plus importants, c'est toujours la façon que l'agent va amener sa candidature. Donc, quand je reçois des CV, des fois sous forme de message texte que j'appelle, donc le nom est marqué, le numéro de téléphone, puis c'est ça. Je ne sais pas t'es qui, je sais pas. Je me dis, tu veux-tu vraiment l'emploi? Là, je m'en souviens, des fois, j'ai ce débat-là avec des confrères en ressources humaines. Ils disent ouais, mais Marco, il y a tellement de jobs qu'eux, ils appliquent, tac, 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 puis le CV, pas CV. Dans le temps, il fallait faire un CV, une lettre de présentation. Hein, on se rappelle, les professeurs nous disaient à l'école, un CV, c'est 2 pages environ d'une lettre de présentation. Maintenant, c'est plus exactement comme ça que j'ai la chance de recevoir ces candidatures-là. Quand j'ai une candidature qui a une demi-page, je suis très heureux. Je me dis, mon Dieu, il y a un paragraphe. On prend le temps de se présenter. C'est sûr que je t'appelle, c'est sûr que je te rencontre, puis c'est sûr que je t'embauche, possiblement. Ça n'enlève rien à la personne qui a appliqué sous format texto que j'appelle, qui est vraiment 3-4 mots. Elle est peut-être super compétente, 20 ans d'expérience, un AEC en sécurité, un ancien super. Mais malheureusement, pour moi, c'est mon opinion personnelle, pour moi, en tant que recruteur, je me dis wow, tu n'as pas pris le temps de te présenter à moi, donc j'ai ton numéro. Oui, je vais t'appeler sûrement. Mais je me dis, l'impression n'est pas là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important, je crois encore aujourd'hui, malgré qu'il y ait de la job partout, de prendre le temps juste de bien postuler, de se présenter. Puis juste des fois, quand on vous appelle, oui, bonjour, je m'appelle Marco, j'appelle des ressources humaines du groupe canadien de sécurité privée, vous avez appliqué chez nous. Puis là, les agents me disent quel poste déjà? Je ne me rappelle pas. Okay, je sais que tu as appliqué à 20 jobs, mais note-toi les. Donc,
Parce que moi, je me dis, OK, tu as appliqué partout, donc ça se peut que je t'embauche, puis dans 2 semaines, tu vas accepter la job de quelqu'un d'autre qui va te rappeler. Donc, c'est moins motivant pour nous au niveau des recruteurs. Je comprends bien. Ça, ouais. Je vois exactement, je me retrouve dans la même situation, puis c'est ce que je ressentais. Je me dis, wow, où je les recevais en entrevue, puis ils ne savaient pas pour quel poste que je les passais en entrevue. Fait que j'étais comme, wow, Mais encore là, comme je tiens à souligner que la personne va être super compétente. Là, puis moi, je suis quelqu'un qui croit à la bonne deuxième, première impression. Donc, tu as la première impression, puis des fois, tu as la deuxième qui va être un petit peu meilleure. Mais la fameuse application, ça en dit énormément sur une personne. Énormément. Excellent. J'espère que tout le monde en prend bien note. Nous, on fait la promotion de la rédaction de CV. On veut vraiment, moi, je suis une fan de CV et de présentation, là. C'est important de faire une bonne impression. Et puis, un CV, on le fait une fois, il est tight, il est beau, puis on le diffuse, là. Je veux dire, donc, je suis de la vieille école comme vous, si on peut dire ça. Donc, C'est ça. Mais c'est toujours intéressant en passant de recevoir des CV, comme vous dites, là, tête, là, bien faites. Ça parle, c'est plus simple, on va savoir pour quel poste on peut appeler la personne. Puis c'est bon pour les deux. Là, des fois, moi, j'appelais je fais une petite parenthèse, des fois, j'appelais des candidats, puis le CV, il était très, 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 très large, dans le sens que il n'était pas tête, donc je cherche le terme, excusez-moi, là, je ne voulais pas dire. Il pas était format, concis. c'est ça, format texto, là, qu'on ne savait pas trop vers quoi il s'enlignait. Fait que j'appelais des fois le candidat pour un poste de P7, mettons. Par exemple, sur un chantier de construction. Là, il me disait, mais monsieur, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai été superviseur à telle place. Je suis désolé, mais votre CV, c'est marqué agent de sécurité, j'ai une voiture disponible Montréal, Laval. Je vous ai appelé, donc si vous m'auriez marqué 20 ans d'expérience, j'ai été superviseur, peut-être que je vous aurais appelé, mais pour un autre poste. Parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps non plus. Je sais qu'il y a très peu de chances d'accepter ce type de poste-là avec votre background, puis c'est tout à fait légitime. Mais si les recruteurs, on ne sait pas qui qu'on appelle, bien pour nous, c'est difficile de filtrer un peu vers le poste qu'on va vous proposer là, pour vous appeler. Exact. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Excellent. Donc, encore une fois, merci pour ces réponses, M. Collin. C'était très, très instructif. On va prendre une petite pause, si vous permettez. Oui. Donc, cher auditoire, s'il vous plaît, inscrivez vos questions dans les commentaires si vous avez des questions pour M. Collin. Faites un petit like si vous aimez l'épisode jusqu'à maintenant, puis je suis sûre que vous l'aimez, donc faites juste un petit like direct. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le, s'il vous plaît. Cliquez sur « Abonner » ou « Subscribe » en anglais. Je vous remercie et on revient tout de suite après la pause. Bienvenue, nous sommes à Parlons Sécurité. Je suis avec mon invité Marco Collin et qui nous parle de ressources humaines avec tant de passion. Donc, on va poursuivre l'entrevue. Donc, avant de continuer, M. Collin, pouvez-vous nous faire un petit résumé de votre parcours dans le domaine de la sécurité? Avec plaisir. Écoute, moi, comme j'ai dit en début d'entrevue, je suis arrivé dans le domaine de la sécurité un petit peu. C'était pas que c'était pas souhaité, mais c'était temporaire. Hein. On se rappelle que j'ai commencé en 2012, on est en 2021, donc j'ai le temporaire long. Mais à travers ça, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité publique aussi. Mais c'est que la sécurité m'a tellement fait évoluer. Donc, tu sais, j'ai travaillé premier emploi au Stade olympique de Montréal. Après ça, j'ai été patrouilleur pour une firme de sécurité. Après ça, j'ai été superviseur de la patrouille pour une autre firme de sécurité. Puis, où qui a été mon coup de grâce, je voulais dire, j'ai travaillé pour GKTS à Montréal. Puis, la directrice des ressources humaines, bon, est en congé ou elle partait en congé, puis il y a besoin d'aide au bureau. Enfin, j'ai aidé au bureau tout en gardant mon rôle de superviseur de la patrouille.
Et j'ai appris à connaître une autre phase de la sécurité, c'est-à-dire au niveau de l'administration. Et de là, ben, j'étais allé à l'université, à HEC Montréal, faire un cours en gestion des ressources humaines. Ce qui m'amène à plus tard avoir un rôle de coordonnateur des ressources humaines pour une autre compagnie et éventuellement devenir directeur principal des ressources humaines. Et maintenant, aujourd'hui, à l'âge de 29 ans, ben, je suis vice-président des ressources humaines et des communications. Puis j'ai quand même un énorme bagage. Donc, je ne pourrais pas parler de tous mes petits contrats, que j'en ai fait quelques-uns. Oui, j'ai eu le Parc olympique qui est mon contrat qui m'a marqué, qui est mon gros contrat. Ensuite, j'ai eu de la patrouille qui m'a fait découvrir un autre milieu. Là, donc, c'est beaucoup plus spontané, imprévu. Des fois, c'est 20 appels. Les journées de mauvais temps et de vent, tu as 20 alarmes parce qu'il ne fait pas beau, puis les alarmes sonnent partout. Ensuite, un rôle de superviseur. Donc, j'ai un parcours très varié, mais entre-temps, j'ai quand même fait de la P7 ou surveiller des portes que j'appelle. Hein. Des fois, ça arrive, tu arrives sur une alarme, effondée, la porte est défoncée, ben, tu passes la nuit là, mon homme, puis tu checkes la porte le temps que le contremaître arrive à 8 heures le lendemain matin. Donc, mais je ne regrette pas toute cette expérience. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon rôle de ressources humaines, quand j'embauche quelqu'un ou j'y affecte un corps de travail à quelqu'un, ben, je peux dire, ben, je l'ai déjà fait. Je comprends ce que tu vas faire, j'ai déjà fait. Euh, Aller surveiller une porte, c'est peut-être pas ce que tu veux faire, mais fais-les pour comprendre. Puis tu vas comprendre d'autres choses. Puis des fois, tu tisses des liens aussi. Quand tu es sur un chantier, exemple, tu surveilles une porte ou ben, tu tisses des liens avec les gens, tu développes un peu ton côté PR, sur ta clientèle un petit peu. C'est important de parcourir tout ça. Puis ce qui est fait que moi, je ne pensais jamais là, dans ma vie. Tu me demandes quand j'étais jeune, alors que je voulais m'inscrire à ma technique à l'époque. Hey Marco, tu veux faire quoi plus tard? Ben, je n'aurais jamais dit VP ressources humaines. Là. Pour moi, les ressources humaines, c'était ce qu'on disait au début d'entrevue. Quelqu'un qui embauche puis qui fait des avis disciplinaires. Mais c'est beaucoup plus que ça. Des fois, je vais aider j'aide quand même, je vais écouter des employés qui ont besoin de se confier. Je vais aider des employés à se trouver un emploi, à développer leurs talents et leurs compétences. Donc, mon travail est très diversifié, mais jamais j'aurais pensé faire ça. Puis jamais j'aurais pensé faire 10 ans dans le domaine de la sécurité privée ou publique. Ce n'était vraiment pas un objectif de carrière, mais je suis vraiment fier de l'avoir fait aujourd'hui. Ah, excellent. Donc, vous êtes un bel exemple là, qu'il est possible, qui est très possible de gravir les échelons, même si ce n'est pas prévu. Oui, Donc, c'est effectivement. possible. Et puis, justement, par rapport à gravir les échelons, comment une agence, selon votre expérience ou selon ce que vous pensez, comment un agent de sécurité qui débute dans le domaine, comment il peut préparer sa carrière justement en vue de gravir les échelons? Ben, en fait, le meilleur conseil que je pourrais donner, puis là, je vais le développer, ce conseil-là, c'est quand même de toujours se former et prendre une expérience. Là, attention, quand je dis se former, je ne dis pas nécessairement d'aller faire un bac à l'université ou je veux juste dire d'aller chercher de la formation, peu importe quelle est. Donc, exemple, il y a le cours de base en sécurité de 70 heures que tout le monde connaît pour avoir son permis d'agent. Mais il existe des AEC en gestion, pour devenir gestionnaire de la sécurité. Il existe des AEC en sécurité industrielle et commerciale, en patrouille urbaine, des formations complémentaires. Des formations en sécurité, il y en a une multitude dans les commissions scolaires, dans les établissements privés. On peut aller chercher des formations telles qu'Espace Clos, SIMZUT. Il existe une multitude de formations, puis on pourrait en parler longtemps, mais je ne suis peut-être pas le plus qualifié pour en parler, ou qui existe des formateurs qui en ont vu puis qui en donnent. Fait que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est oui, dès que vous avez un contrat, continuez quand même à inscrire des petites formations. Gardez l'œil ouvert. Des fois, vous voyez, il donne une formation, exemple, intervention verbale. Hein? Parce que oui, il y a la formation emploi de la force, mais le verbal, c'est important aussi. Donc, comment interagir avec des gens en difficulté ou en trouble, en détresse psychologique. Il y a plein de formations pour justement, après ça, que vous vous amenez peut-être en centre jeunesse, en institut psychiatrique. Donc, il y a plusieurs formations disponibles, tout dépendant de ce que vous voulez faire de votre carrière. Mais l'expérience, c'est une chose, mais la formation, pour moi, c'est un bon complémentaire à votre expérience qui va vous permettre d'évoluer dans le domaine, d'aller chercher des rôles de gestionnaire, de directeur,
puis peut-être même un jour de partir pour votre propre business de sécurité, puisque vous allez avoir acquis une expérience, puis un savoir-faire, puis un savoir-être. Excellent. Très bien. Merci pour ces conseils. Donc, on est rendu à la fin de l'entrevue. Est-ce que vous avez un mot de la fin, des salutations, des remerciements ou une annonce à faire? Bien évidemment, je vais vous dire que je recrute. Donc, gênez-vous pas pour soit écrire dans les commentaires ou peu importe, aller sur notre page Facebook, on recrute. Euh, je- ce qui nous distingue un peu comme compagnie chez le groupe canadien de sécurité privée, ça revient à ce que je vous disais au début. Donc, je vais prendre le temps de vous connaître, je vais prendre le temps de vous appeler. Quand je dis moi, ça peut être mes collègues aussi. Euh, la sécurité, c'est un beau domaine. Vous le savez, le domaine va être amené à évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a eu le dépôt du livre vert sur la police qui a été fait. Fait que dans le fond, le gouvernement voudrait donner plus de tâches à la sécurité privée au lieu que des corps policiers. Donc, on n'est pas là pour voler de la job. Tu sais, moi, je viens de ce domaine-là. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine de la police municipale ou provinciale. Puis, je leur dis, on ne veut pas voler de la job, mais il y a clairement des tâches qu'on peut faire pour permettre à ces gens-là de, eux, faire leur vrai travail d'agent de la paix. Puis nous, exemple, de la circulation, de la sécurité publique, hein, on en a déjà dans plusieurs municipalités, exemple à Montréal. Moi, j'ai été à Ville-Saint-Laurent, mais il y a plusieurs municipalités qui ont leur propre sécurité publique. Donc, c'est des agents de sécurité qui vont être assermentés, ils vont pouvoir émettre des constats d'infraction, faire respecter les règlements municipaux. Fait que c'est un très, très, très beau travail en passant. Donc, il y a une belle avenir qui s'en vient pour la sécurité publique. Il faut casser un peu l'image du Paul Blart, le flic du mail, qu'on est là, dans les centres d'achat à jouer à la police. Mais il y en a des agents dans les centres d'achat, puis c'est pas ça qu'on voit à la télé ou on n'est pas juste là non plus pour ouvrir ou fermer des portes. C'est important, ce travail-là. Donc, il n'y a pas de sous-métier dans la sécurité. Donc, la personne qui ouvre les portes est aussi importante que la personne qui donne des tickets pour un stationnement. Mais le message que je veux dire, c'est que c'est un métier qui évolue. Puis nous, en tant qu'individus, il faut évoluer aussi. Donc, il faut aider à faire évoluer ça. Il ne faut pas être gêné de dire je suis agent de sécurité. Je sais que moi, en 2012, je le disais un petit peu plus timidement. Hein, je suis agent de sécurité. Tout le monde dit ah, ouais, tu fais quoi? Tu fais rien. Mais au contraire, j'ai porté assistance, j'ai donné les premiers soins, j'ai fait un accouchement d'urgence, j'ai eu l'effondrement du stade olympique que j'ai parlé du stationnement. Donc, l'agent de sécurité va être généralement les yeux puis les oreilles du client puis des lieux du client. Il va être le premier intervenant parce qu'on est sur place avant, généralement, les policiers, les ambulanciers, les pompiers, parce qu'on est dans l'établissement. Donc, c'est un beau métier qui évolue. Il faut juste aider à redorer l'image et à la garder. Donc, tu sais, des fois, c'est banal, mais quand je vois un agent de sécurité qui a une tache de moutarde sur sa chemise, puis la chemise en dehors des culottes, j'ai envie de dire, gars, mets ta chemise dans tes pantalons, puis au pire, mets-toi une petite serviette quand tu manges ton dog. Donc, c'est normal, c'est normal, mais c'est l'image des gens, à même titre qu'un policier. Hein, qu'est-ce qu'on dit à un policier? Ben, c'est un mangeur de beignes. Mais c'est pas ça. Moi, je peux vous dire que tous les policiers que je connais, c'est des humains qui font un travail exceptionnel. Autant que la sécurité, on fait un travail exceptionnel aussi. Depuis la pandémie, hein, aussi, on a redoublé d'efforts. C'est pas facile. On est là pour, des fois, faire appliquer des mesures sanitaires. C'est pas facile. Les gens qui sont plus réfractaires à ça, mais il faut garder en esprit que c'est un métier très valorisant qui va évoluer, qui va continuer à évoluer. Il faut juste se former, puis continuer à en parler en bien, puis apprécier notre métier. Excellent, excellent. Que de beaux mots. Donc, M. Collin, je vais vous remercier une fois de plus pour votre présence et votre participation et surtout tous les bons conseils et l'information que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Merci mille fois. Bien, merci de m'avoir invité. Ça fait un vrai plaisir. Puis j'espère aussi que mes collègues agents et mes confrères en ressources humaines vont avoir apprécié quand même. Évidemment, les mots, c'est très général. Hein. Donc, je souhaite juste qu'on prenne quelques mots, qu'on s'en souvienne, puis qu'on l'applique dans notre quotidien. Je pense que ça va être bon pour le futur. Très bien. Mon nom est Grazielle Lacharme. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous au 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé aux agents de sécurité certifiés.
L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre permis BSP et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Rumble et Telegram. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.